La première vidéo de cette série est consacrée à la description de ce que l'on appelle un modèle. Pour bien comprendre comment l'on bâtit un modèle théorique, nous allons en construire un ensemble. C'est une théorie très simplifiée qui va nous permettre de comprendre comment est bâtie la physique moderne de manière simple. Tout d'abord, pour bâtir une théorie, il faut une structure mathématique. Cette structure mathématique, c'est l'endroit où va vivre la théorie. On appelle ça le potentiel. C'est une fonction mathématique, éventuellement en plusieurs dimensions. La théorie physique doit répondre à une loi fondamentale, la minimisation du potentiel. Pour trouver où, dans cet espace abstrait, va vivre la théorie, c'est-à-dire où va vivre l'univers, où nous allons vivre nous et tout ce que l'on connaît, il suffit de trouver le minimum du potentiel. Dans cet exemple, c'est là où se trouve le point bleu. Pour bâtir notre première théorie, nous allons prendre la structure mathématique la plus simple qui existe. C'est cette fonction. La théorie physique doit être dans un minimum, donc, ici, il n'y a pas d'autre choix que le centre. On a maintenant la structure mathématique de la théorie. Pour faire de la physique, ce n'est pas suffisant. Il faut ajouter d'autres ingrédients. On a besoin de deux choses. Le premier ingrédient, c'est la matière, les particules. Dans notre modèle, on va introduire deux types de particules différentes. On a maintenant deux particules, il faut ajouter encore un ingrédient, qui est une interaction entre ces particules, autrement dit une force, pour permettre à ces deux particules d'interagir. Parce que si on n'a que deux particules sans interaction, eh bien elles vont pouvoir se déplacer, mais pas faire de structure plus compliquée. Par exemple, si on imagine que ces particules sont des briques de Lego, eh bien il faut leur ajouter des picots pour les assembler. Si on a des Lego lisses ou des billes, on ne pourra en effet jamais rien construire avec. Ajoutons donc une possibilité pour lier nos particules, c'est-à-dire pour les faire interagir. On appelle ça une interaction. Si on récapitule, on a maintenant trois ingrédients. On a une structure mathématique, deux types de particules différentes, et une interaction qui permet de les faire interagir. Il nous manque une dernière chose, ce sont les caractéristiques des particules, par exemple leur charge électrique, et les règles qui doivent être suivies par l'interaction. On obtient ces règles en mettant tous les ingrédients à l'endroit où doit vivre la théorie dans la structure mathématique, et en appliquant ce qu'on appelle la théorie quantique des champs. Après de longs calculs, on va pouvoir obtenir les caractéristiques des particules et des interactions, ainsi qu'un ensemble de règles. Disons par exemple que dans notre cas, on trouve que la différence entre nos particules, leurs caractéristiques, apparaît finalement via deux couleurs différentes, rouge et bleu, et que l'on déduit les règles suivantes pour l'interaction. Deux particules différentes peuvent interagir en se collant, et deux particules identiques agissent en se repoussant. On peut alors imaginer l'existence de ce genre d'objets complexes, des chaînes de particules, des objets à l'intérieur desquels les particules sont à la fois collées et se repoussent, et même ce qui ressemble déjà à des noyaux d'atomes. À partir de deux constituants élémentaires et de quelques règles très simples, on va déjà pouvoir rendre d'une grande diversité de comportements. Ça y est, notre premier modèle physique est construit et prêt à être mis à l'épreuve, c'est-à-dire à être testé expérimentalement. Une seule question importe, notre modèle est-il une bonne description de la réalité ? Dans notre cas, la réponse est évidemment non. Par exemple, rien ne donne de masse à nos particules, donc tous les objets que nous construisons devraient avoir une masse nulle. La différence de masse que nous pouvons mesurer entre des objets de la vie courante est inexpliquée dans notre modèle. Pourquoi ne peut-on pas directement donner une masse à nos particules lorsqu'on les introduit ? Eh bien rappelez-vous que le théoricien ne fait que choisir le type de particules qu'il introduit, et c'est ensuite en plaçant le modèle dans le minimum du potentiel et en appliquant la théorie quantique des champs que les caractéristiques physiques des particules émergent, par exemple leur charge ou leur masse. Dans notre cas, notre potentiel est trop simple, et quel que soit le type de particules que nous introduisons, la théorie quantique des champs nous dira que leur masse est nulle. Les théories de la physique moderne sont testées dans des accélérateurs de particules. Deux types d'expériences peuvent y être réalisées. Soit on prend un objet physique, par exemple un atome, et on le projette sur une cible pour le casser et essayer de trouver dans les débris les particules rouges et bleues dont on a supposé l'existence, soit, dans le cas où on a déjà réussi à trouver des particules rouges et bleues, on peut les projeter l'une sur l'autre pour les faire interagir et voir si l'interaction respecte les règles de notre théorie. Par exemple, dans notre cas, on peut essayer de projeter deux particules identiques l'une sur l'autre et vérifier qu'elles se repoussent. Ce phénomène donnerait le genre de diagramme suivant, que l'on appelle diagramme de Feynman. Eh bien, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce phénomène simple est tout à fait réaliste. Prenez deux électrons et projetez-les l'un vers l'autre. Ils se repoussent. Super, on peut maintenant identifier nos particules aux protons et aux électrons,
nos couleurs à la charge électrique, plus E pour rouge, moins E pour bleu par exemple, et notre interaction à l'électromagnétisme. Notre théorie, aussi simple soit-elle, permet de décrire l'interaction répulsive entre deux électrons ou deux protons. Sauf qu'un expérimentateur vient maintenant de projeter un électron sur un proton, et apparemment il s'attire mais ne se colle pas. Pire, on projette un proton sur une cible et il se brise en d'autres particules inconnues. Notre théorie semble malheureusement incomplète. Bon, notre modèle est construit mais semble clairement trop simpliste pour décrire la réalité. Résumons-le tout de même. Nous avons un potentiel, la structure mathématique de la théorie, deux types de particules différentes et une interaction. Une dernière chose à savoir est que lorsque l'on applique la théorie quantique des champs à notre modèle pour en extraire les caractéristiques des particules et des interactions, on trouve aussi que chaque ingrédient du modèle doit pouvoir être détecté sous la forme d'un quanta d'énergie, c'est-à-dire d'une particule. C'est assez naturel en ce qui concerne les ingrédients que nous avons déjà introduits comme des particules, mais c'est aussi le cas pour les interactions. Par exemple, pour l'interaction électromagnétique, la particule prédite est le photon. Enfin, c'est également le cas pour la structure mathématique elle-même. Le potentiel peut être détecté sous la forme d'une particule, et les caractéristiques de cette particule dépendent de la forme du potentiel. Toutes ces particules supplémentaires, ces quantas d'énergie que nous n'avons pas directement introduits, sont des bosons. Nous avons à présent toutes les clés pour comprendre et même construire à la théorie physique la plus aboutie et la plus vérifiée de toute l'histoire de l'humanité, le modèle standard de la physique des particules. Pour rendre compte de tous les phénomènes, ou presque, que l'on peut observer dans la nature, elle est bien sûr plus complète que notre modèle simpliste, mais pas beaucoup plus. Et comme ce que nous venons de construire, elle est constituée d'une structure mathématique, de particules et d'interactions, permettant de décrire la quasi-totalité des phénomènes observés dans la nature.